Bonjour et bienvenue pour ce nouvel atelier dans le cadre du CX Summit d'Eloquent. Cette fois, on va parler de l'engagement collaborateur, une des clés pour améliorer la qualité perçue et surtout provoquer l'effet waouh. Et pour ça, j'ai deux super interlocuteurs. Alors, Ludovic, je dirais qu'on ne te présente plus, mais est-ce que tu peux quand même, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, rappeler qui tu es et qu'est-ce que c'est élu service client de l'année? Ouais, donc je suis Ludovic Naudier, donc je suis le fondateur d'Élu Service Client de l'année, l'animateur aussi. Élu Service Client de l'année, maintenant c'est le premier concours indépendant en matière de relations clients, premier concours aussi international puisqu'on est en France, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, au Maroc, en Tunisie et d'autres pays à venir. Et puis à côté de ça, j'ai d'autres casquettes, par exemple avec Ubicus, on travaille de temps en temps ensemble sur tout ce qui est évaluation de la qualité délivrée, le quality monitoring. D'accord. Et justement, dans quelques secondes, tu vas nous présenter quelques chiffres de l'étude que vous sortez chaque année, qui je trouve est une des études de référence en France pour mesurer justement la qualité perçue et les tendances. Alors, Eric, on va passer plutôt sur l'opérationnel avec toi. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors moi, j'ai pas la célébrité de Ludovic, donc effectivement, ça nécessite quelques mots. Donc moi, j'ai la chance d'être en charge du développement de Coriolis Service. Coriolis Service est une société qui a été créée il y a 23 ans maintenant, hein. J'avais accompagné son développement à l'époque, plutôt sur des postes opérationnels. C'est une société d'environ 2000 collaborateurs, on fait à peu près 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notre métier, c'est donc de gérer de la relation client pour le compte de tiers, avec une particularité à date, c'est qu'on réalise à peu près 90% de notre chiffre d'affaires en France. Voilà. Et puis une actualité qui sera développée dans les semaines à venir, puisqu'on va intégrer un acteur aussi qui est très important, qui est Intelsia. Et on devrait, à terme, en tout cas, dans les semaines qui viennent, être dans le top 3, en tout cas, sur le marché français. Donc voilà, une activité riche pour Coriolis. Oui, c'est super intéressant parce que vous montrerez justement l'aspect pratique et concret du management des gens et justement comment améliorer la qualité perçue et développer l'engagement. Tout à fait, on va essayer. Alors, on va prendre un petit peu de hauteur pour l'instant. Et donc, justement, cette fameuse étude élu service client de l'année, qu'est-ce qu'elle nous a apporté cette année? Quels sont les changements, les chiffres, les indicateurs clés qu'il faut prendre en compte? Alors peut-être déjà ce qu'on peut se dire sur l'étude, c'est finalement certainement l'étude qui a le plus d'antériorité en matière de relations clients en France, parce que c'est une étude qu'on suit maintenant depuis 14 ans, cet observatoire, avec BVA. Depuis 4 ans, on l'a étendu à l'international, en tout cas à l'Europe. Et donc c'est important, je pense, de voir les tendances qui se dégagent, parce que sur nos métiers, il y a des choses qui peuvent évoluer très vite, mais il y a aussi des choses qui sont des tendances et qui évoluent petit à petit. Alors, la première des choses, je pense que si on est tous là ici et s'il y a autant de personnes connectées, c'est tout simplement parce que pour 91% des Français, la qualité de la relation client, elle influence leurs décisions d'achat ou de réachat. Donc en gros, c'est une source de valeur, c'est créateur de valeur. Et on est le pays européen où la relation client a le plus de poids. Parce que si vous prenez l'Angleterre, par exemple, c'est 73% des Anglais seulement qui disent que ça influence leurs décisions. Si vous prenez l'Espagne, c'est 64%. Donc nous, Français, pays des râleurs, finalement, c'est nous qui sommes le plus influencés par la qualité de la prestation qui est délivrée par ces services clients. Après, ce que dit l'Observatoire, déjà, quand on parle des canaux, on a toujours des a priori ou des fausses idées qui circulent. Je pense que ça fait 10 ans qu'on dit que le téléphone est mort et que l'intelligence artificielle, le chat, etc., allait tuer la voix. A priori, quand on prend aujourd'hui le top 5 ou le quintet gagnant des canaux, on a toujours le téléphone qui est premier. Il est challengé régulièrement par l'email. On a vu aussi que pendant la crise de la Covid, l'email était passé un petit peu devant parce qu'on avait orienté les flux de manière différente. On préférait gérer des stocks plutôt que des flux. On avait plus de mal sur ce canal. On a le site internet dans le top 3. On a le chatbot qui fait quand même son apparition dans le quintet gagnant des canaux de la relation client et le chat. Ce qu'on voit, c'est que quand même, majoritairement, ce qui progresse, ce sont plutôt des canaux émergents et des canaux écrits. Aussi sous l'essor des nouvelles générations, parce que finalement, ils ont des smartphones, mais ils s'en servent très peu pour téléphoner, mais beaucoup pour chatter, pour être sur les réseaux sociaux avec leurs amis, ils ont des groupes, etc. Donc, on a l'écrit qui progresse, le téléphone qui se maintient, et plus on a de canaux, plus on a de flux. Donc on ne se replace pas, mais plutôt on cumule les canaux, quoi. On a plutôt tendance à cumuler les canaux.
On a des canaux digitaux qui sont liés à l'IA, typiquement comme les chatbots, qui progressent et qui grignotent des parts de marché d'année en année. C'est le seul canal qui, en 7 ans, fait x3. Alors, bon, ok, ils sont que 4e, c'est un peu lent. Mais en fait, pour s'approprier des technos, des nouveaux usages, etc., en général, on a les early adopters. Donc, eux, ils basculent tout de suite dessus, ils testent des choses, etc. Après, pour Madame Michu, pour le commun des mortels, bah, c'est quand même des changements de comportement. Et donc, on sait très bien que les changements de comportement, ça se fait petit à petit. Et puis, pour encourager ces changements de comportement, il y a aussi la création de valeur. Parce que ce qu'on voit quand même, c'est que l'appropriation de plus en plus importante des chatbots, en fait, c'est dû en partie au fait que la qualité de ces outils a progressé. Au début, on testait tous des choses, etc. Il y avait des imperfections, il fallait apprendre, voilà. Là, on fait x3 sur ce canal, et grosso modo, la stat, elle fait x2. Donc en fait, c'est assez corrélé avec je délivre un service de plus en plus efficient, de plus en plus efficace, avec j'ai un usage qui progresse de plus en plus. L'autre chose qu'on peut se dire, c'est que la relation client, c'est dans notre quotidien, on a quasiment 80% des Français qui ont contacté un service client. Donc ça veut dire que la majorité de la population française, et c'est pareil chez les Européens, contacte un service client. Après, les Français, on n'est pas si omnicanaux que ça. C'est bizarre, on est les moins omnicanaux des Européens. Alors, on utilise quand même 3,7 canaux différents pour contacter un service client sur l'année, ok. Mais si on prend l'Italie, on est à 4,2. Si on prend l'Allemagne ou l'Espagne, on est à... Non, Italie 4,4, Allemagne ou Espagne 4,2. Donc, finalement, on est un peu moins touche à tout dans les canaux que nos petits copains européens. Et nous, c'est quoi? C'est le téléphone, l'email et puis un canal en plus? Ou c'est quoi plutôt la tendance des Français? Qu'est-ce qu'ils préfèrent? La tendance des Français, c'est déjà le téléphone. Et c'est même souvent quand je fais des canaux où je n'ai pas un contact avec une personne physique, pour être assuré, je veux avoir une personne physique. Donc on a quand même encore ce phénomène-là. On a aussi des Français, et ça nous laisse de belles perspectives, qui disent qu'ils vont de plus en plus contacter les services clients, en particulier pour se rendre sur les points de vente. Et donc on voit que 2 canaux qui étaient avant concurrents, d'ailleurs on avait des offres différentes entre le point de vente et le à distance, sont en train finalement au fur et à mesure de se rapprocher et d'être complémentaires. Alors ça, c'est la Covid typiquement qui a fait ça, mais maintenant on veut se rendre dans un magasin, être accueilli et pas faire la queue par exemple. On a envie de s'assurer avant d'aller dans un magasin que le produit est disponible de manière à ce que ma visite soit efficace, etc., etc. Et ça, pour le coup, c'est la relation client à distance qui l'aide. Alors ça peut être par des outils automatisés, des chatbots, etc., des partages de stocks. Avant aussi, on avait des stocks pour le à distance et des stocks pour le physique. On ne savait pas ce qui se passait. De plus en plus, ça merge. Ça nous fait dire aussi que potentiellement, demain, nos métiers vont aussi évoluer. Moi, je me souviens, il y a 15 ans, 20 ans, le directeur de la relation client était souvent rattaché à la logistique. Parce que la première cause, finalement, de contact, c'était où est mon colis, est-ce que je vais être bien livré, etc. Il y a une autre époque, on l'a rapproché en certains cas au marketing. Moi, j'ai l'impression que demain, le patron de l'expérience client, en fait, ce sera l'expérience client au global de l'entreprise, et pas le directeur de la relation client à distance, le directeur des canaux de distribution. Et d'ailleurs, on le voit, dans les cérémonies de vente, pendant très longtemps, les entreprises ont investi beaucoup en cérémonies de vente dans les magasins. Comment j'accueille, comment je présente le produit. Dans la relation client à distance, on parlait de script. On disait il faut suivre un script. Enfin, c'était pas valorisé. C'était plutôt la chose contraignante. Et là, on voit qu'on est en train de plus en plus, dans le à distance, d'intégrer des espèces de cérémonies de vente qui sont plutôt au bénéfice du client qu'au simple bénéfice de la marque, de l'organisation, etc. Et donc, on fait de moins en moins subir les process, finalement, aux clients qui vous contactent, au profit, justement, d'un dialogue et d'un échange. Donc, on a quand même pas mal de sujets assez sympathiques et qui sont plutôt créateurs de valeur sur le feu. Il y a aussi une chose qui se passe, c'est que les Français, mais c'est vrai aussi pour les Européens, ils sont peut-être un peu moins exigeants qu'avant sur nos délais de réponse. En tout cas, les délais de réponse se sont stabilisés d'un point de vue de leurs attentes. Pendant ces 10 dernières années,
Sur l'email, tous les ans, il fallait gratter 1 heure, 2 heures, 3 heures, parce qu'ils voulaient que ça aille de plus en plus vite. Aujourd'hui, et depuis plusieurs années maintenant, si on se stabilise entre une demi-journée et une journée, tout le monde est content. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a atteint certains niveaux qui ne progressent plus dans les attentes. Donc nous, ça nous va bien aussi, parce qu'à un moment, encore une fois, si tous les canaux, mais si tous les canaux deviennent finalement des flux et plus des stocks, à gérer, c'est compliqué. Donc maintenant, on peut se dire que par email, je suis très bon si j'ai dans les 4 heures, je suis bon si je suis dans la journée. En tout cas, je réponds à l'attente dans la journée. Je ne surprends pas, mais je réponds à l'attente. Et j'ai peu de raisons de réitération. Le téléphone, les meilleurs, c'est 1 minute. Autrement, c'est 3 minutes. Est-ce qu'on peut... Ouais, on va jusqu'à 3 minutes sur élu service client de l'année, mais beaucoup décrochent en beaucoup moins. C'est plutôt moins d'1 minute. Hein. Je vois un professionnel face à moi. Oui. Alors, c'est quoi chez Coriolis? Ça dépend peut-être des clients? Alors, non, parce qu'aujourd'hui, les clients, j'allais dire, ils convergent vers les mêmes objectifs. Enfin, globalement, aujourd'hui, chez les entreprises qu'on représente, c'est les mêmes objectifs. Donc, on est vers du 85-90% de taux décroché. Donc, ça correspond, en tout cas, à la minute dont on vient de parler. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait fait une étude il y a quelques années auprès des clients finaux. Et on s'était aperçu que le temps d'attente perçu était 2 fois supérieur au temps d'attente réel. Donc, il y a des standards qui sont en place, on le voit bien. Les gens sont prêts, et ça stabilise, et heureusement pour nous, prestataires, parce que sinon, c'est juste impossible à faire. Après, effectivement, on parlait d'email. Moi, à titre personnel, il n'y a pas longtemps, dans un SAV, j'ai envoyé un email. J'ai reçu un email automatiquement tout de suite qui m'a dit on est un peu surchargé en ce moment, on va prendre un peu de temps pour vous répondre. Je trouvais ça plutôt positif. J'étais prêt à attendre. Bon, après, le problème, c'est que j'ai eu une réponse au bout de 2 semaines et demie. Donc là, mon parcours client n'a pas été positif. Mais de toute façon, pour reprendre cet exemple-là, et sur le traitement des centres d'appel, dans l'enquête qu'a conduit Ludovic avec ses équipes, ce qu'on voit aussi, c'est que les 2 principales raisons pour lesquelles les clients appellent, c'est de la réclamation et du SAV. Ce que j'entends par là, c'est que si vous faites une enquête autour de vous, de toute façon, personne n'appelle un service client pour le remercier de quelque chose. Ça n'existe pas. On peut traduire notre satisfaction dans le traitement à travers des enquêtes. Eloquent a des solutions justement pour faire des NPS qu'on utilise tous les jours, mais on n'appelle pas un service client quand on est content du produit final. Ça n'existe pas. Je veux dire, souvent, on est en attente de quelque chose. Donc, les clients sont d'autant plus en attente d'un traitement de qualité. Et on part déjà avec un handicap, puisque vous êtes en attente de quelque chose. Vous avez attendu au téléphone, peut-être pas en mail, vous avez utilisé un chat, ça commence, au début tout se passe bien, puis on voit que quand les questions sont un peu plus difficiles, parfois c'est un peu plus compliqué, on bascule sur un autre canal, donc voilà. Donc ces notions-là, en tout cas, sont très importantes. Voilà. Alors, Ludovic, est-ce qu'il y a d'autres infos qui sont intéressantes à noter dans l'enquête? C'est vrai que le chat, justement, on en parle dans ton enquête et on voit que les meilleurs mettent plus de temps à répondre par chat que les mauvais du classement. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 chiffres que tu veux nous partager encore? Ou alors, on peut passer à notre aspect, comment améliorer la qualité perçue au centre de contact? Non, mais si on parle du chat, on peut en parler aussi sous le prisme élu service client de l'année et pas observatoire. On voit que ce canal, il est encore balbutiant. On a pas plus de 50% des entreprises qu'on peut évaluer sur le chat, c'est-à-dire qui mettent à disposition ce canal de leurs clients et de leurs prospects, et qu'aujourd'hui, la qualité de service de ce canal est plutôt défaillante, c'est-à-dire que finalement, j'affiche la fenêtre uniquement quand j'ai des conseillers disponibles, alors que si la promesse de ma marque, c'est d'être disponible par chat, ça doit être présent tout le temps. C'est comme si ma boutique, avenue de la Grande Armée, n'était ouverte que quand un conseiller est dispo. Non, soit la boutique elle est ouverte, elle a des horaires d'ouverture qui sont connus, soit elle est fermée. Mais la boutique qui est ouverte de temps en temps, ça veut rien dire et les gens s'en désintéressent. Après, je pense que ce qu'on peut dire sur les chiffres, c'est qu'en fait l'exécution est devenue la règle. Il n'y a plus d'enjeux d'exécution. Il y a des enjeux opérationnels d'exécution. Mais en fait, ce n'est pas le truc qui fait la différence. Maintenant, on doit tous exécuter correctement. Et c'est ce que font la plupart des marques. Ce qui fait la différence, ce sont les petits plus. Alors, il y en a qui le verbalisent par des émotions, il y en a qui vont le verbaliser par d'autres choses. Mais ce qui crée l'attachement à la marque, c'est la petite histoire que vous a raconté quelqu'un, c'est éventuellement de vous souhaiter une bonne journée, c'est d'avoir que le conseiller soit intéressé à vos enfants. C'est plein de petites choses qui sont un peu moins rationnelles, qui sont un peu moins scriptables.
mais qui font qu'on se dit, tiens, quand même, il était sympa cet appel, ou cette réponse, elle m'a plu. Voilà. Et après, sur l'étude cette année, on s'est aussi intéressé aux conseillers. Parce que c'est bien beau, les Français ont des attentes, on a tous des attentes. Et on sait bien qu'aujourd'hui, c'est une période aussi tendue pour recruter. Ce qui est, je trouve génial, c'est qu'aujourd'hui, les métiers de la relation client ont plutôt une bonne image. On a quasiment 80% des Français qui disent qu'ils ont une bonne image des métiers de la relation client et des conseillers clientèle. Je pense qu'on n'avait pas posé cette question il y a 15 ans, mais j'imagine que si on avait posé la même question il y a 15 ans, la réponse aurait été un peu différente. Par contre, il n'y a pas grand monde qui veut faire notre job. On a seulement 18% des Français qui disent qu'ils ont envie de bosser dans un service client. C'est plus de 50%, enfin c'est 47% sur l'Allemagne et l'Italie. Donc on a en relation client les mêmes problématiques que dans les métiers de service. Prenons la restauration. C'est-à-dire qu'on a du mal à recruter parce que souvent on veut consommer au moment où les gens ne veulent pas forcément bosser. C'est-à-dire, moi j'ai envie d'appeler entre 18 et 20 heures. C'est normal. En tant que citoyen, entre 18 et 20 heures, je préfère soit être dans le métro pour rentrer à la maison, soit être avec ma famille. Et donc on a cette ambiguïté de se dire on a des métiers qui sont de plus en plus passionnants, qui sont de plus en plus sympas, mais ce sont des métiers de service et donc avec des horaires qui de temps en temps posent friction sur la vie personnelle. Et on peut d'ailleurs saluer ce que fait le SP2C. Il y a une campagne en cours, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur les réseaux sociaux justement sur les métiers de la relation client. Je pense que c'est des choses qui vont nous aider. D'accord. Alors justement, comment améliorer la qualité perçue au centre de contact? Donc tu l'as bien dit, hein, la norme maintenant ne fait plus l'effet waouh, mais tu nous as dit aussi qu'il fallait travailler la qualité perçue et la promesse. Ouais, alors déjà, qu'est-ce que c'est que la qualité perçue? C'est quelque chose finalement d'assez irrationnel, que je demande à un client s'il aime mon entreprise, s'il en est satisfait, etc. Donc c'est vraiment un sentiment qui n'est pas forcément étayé par des faits précis, mais c'est un ensemble. Et donc la qualité perçue, elle a des atouts, c'est qu'on a tous un avis. Elle a des inconvénients, c'est que potentiellement, elle peut être polluée par des événements connexes ou annexes. Si mon entreprise fait la une de l'actualité sur un sujet, bah, potentiellement d'un seul coup, ma satisfaction va baisser alors que la qualité de mes conseillers n'aura pas baissé. Tu me l'as dit, il suffit que Jérôme Kerviel passe à la télé et hop, la satisfaction de la Société Générale, bim, elle prend un coup. Potentiellement. Donc ça, ce sont les effets de bord de la qualité perçue. Mais surtout, pour moi, la qualité perçue, c'est comme la relation client. C'est quelque chose qui doit s'animer tout le temps. Et en fait, on ne pilote bien que quelque chose qu'on mesure. Donc la première chose, en fait, finalement, c'est d'avoir un espèce de cockpit. Mais on en parle souvent, on en avait parlé une autre fois, c'est que la relation client, alors si on veut rendre ça complexe, c'est comme le cockpit d'un avion, parce qu'il y a quand même beaucoup de boutons. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se pilote avec plusieurs indicateurs. Et on n'a pas un indicateur qui est le Graal, même si on a souvent loué le NPS, etc. Mais vous avez besoin d'avoir des indicateurs quanti, des DMT, des taux de décroché, enfin toutes ces choses barbares. On a besoin de savoir si on crée de la satisfaction. On a besoin de savoir si on est dans le respect de notre promesse et de nos engagements. Parce que je peux générer de la satisfaction, mais pas délivrer ma promesse. J'ai besoin de savoir comment sont mes collaborateurs. Parce qu'encore une fois, on a des enjeux de fidélisation, de turnover, de recrutement. Et donc tout ça, c'est sur cette qualité perçue. En fait, il faut que j'assemble plein de choses pour la comprendre. Cette qualité perçue, elle est aussi très managée, on va dire, par ma promesse de marque. Si j'ai une promesse de marque qui est très élevée, bah forcément, mes clients, ils vont être en attente. Non mais vous prenez un transporteur low cost. Sa promesse, c'est en gros de vous emmener d'un point A à un point B dans des conditions de service minimalistes. Et donc finalement, quand on me dit si je suis satisfait, c'est est-ce que j'ai pas payé cher et est-ce que l'avion il était à peu près à l'heure? Je m'en fous d'avoir pris le bus pendant 1 heure alors que je l'accepterais pas avec une autre compagnie. Tu n'accepterais pas d'aller à Beauvais pour prendre ton avion à Air France? Par exemple, mais si on m'a dit tu vas voyager pour 20 €, tu vas voir, ça va pas être cher et on va respecter nos engagements, et bah finalement je peux être très satisfait. Donc une même prestation sera pas évaluée de la même manière en fonction de la promesse de ma marque. Et donc c'est là aussi où il faut avoir il
il faut arriver à bien se positionner. Et pas faire de la surqualité ou de la sous-qualité. Pas faire de la surqualité, c'est le supplément d'âme dans certains cas, la surqualité. Non mais, en fait, qu'est-ce qu'on appelle la qualité? Si la qualité, c'est que du quanti, oui, ça a des coûts. Après, en relation client, on a plein de choses qui sont du naturel, de l'attention qui coûte zéro. Ouais, comme tu disais, est-ce que vous passez un bon week-end? Bon week-end à vous, je vous souhaite une très bonne journée. Guillaume le racontait très bien tout à l'heure. Vous pouvez aller dans la même boutique avec des collaborateurs qui ont eu la même formation, qui ont eu les mêmes managers, mais qui ont une attitude de service qui n'est pas la même. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait nous aussi chez Lu Service Client de l'année. En fait, on cherche avant tout à recruter des collaborateurs qui ont un esprit de service. On pense que de la technique, on peut former les gens à ça. S'il faut apprendre un outil, un logiciel, etc., ça s'apprend. Par contre, être tourné vers le client, avoir envie de lui rendre service, avoir envie de lui dépatouiller ces choses, etc., en fait, soit c'est inné et on l'a dans les gènes, soit si c'est forcé, ça va se ressentir. D'accord. Alors justement, on va passer maintenant du côté un petit peu plus opérationnel. Toi, Eric, qui a vraiment les mains dans le cambouis, comme on pourrait le dire, est-ce que tu pourrais dire comment vous pouvez faire pour améliorer la qualité perçue? Tu nous as parlé, encore une fois, de l'importance du téléphone. Tu parleras peut-être de la techno avec le speech analytics. Et lié à ça, comment on développe l'engagement client, pas forcément, comme tu as dit, par les outils, mais par le management, par les plannings, etc. Alors, comment ça se passe chez vous? Alors, ce qui est bien, c'est de passer après Ludovic, c'est qu'il a tout dit. Donc voilà, mais tous les thèmes sont là, tous les thèmes sont importants. Moi, je rejoins Ludovic sur un point, c'est de dire que effectivement, c'est ce qui fait la richesse de nos centres d'appel, et donc, je crois, de la qualité. Alors, il y a la qualité perçue, ça a été très bien dit. Hein. Il y a la qualité perçue, mais la qualité délivrée. La qualité délivrée doit être faite sur des critères objectifs. Peu importe ce qu'on met et le niveau après le level qu'on met derrière. Ça, c'est effectivement en fonction de la volonté de l'entreprise qu'on représente, nous, en tant qu'outsourceur, mais ça, c'est important. Toute la technologie, effectivement, on parle beaucoup, c'est très à la mode en ce moment, d'intelligence artificielle. Bon, on a l'impression que tout fait de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est encore assez limité, on en est au balbutiement. C'est très bien, il y a de plus en plus de données. Donc, tous les outils technologiques qui sont là pour faciliter et la vie du client et la vie surtout des conseillers, c'est quelque chose qui est positif. On a parlé de conseillers augmentés, hein, de choses comme ça. Moi, je rejoins cette partie-là sur le fait qu'aujourd'hui, ce qui fait la richesse, mais je pense qu'on partage tous la même chose, de nos centres d'appel et donc de la qualité délivrée ou la qualité perçue, c'est l'engagement de nos collaborateurs, quel que soit le niveau, conseiller, manager, formateur, tous les niveaux. Et c'est vraiment cet engagement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'effectivement, on ait cet engagement? D'abord, il y a tout ce que l'entreprise outsourceur, donc Coriolis, déploie au quotidien, ou d'autres sociétés. Ça va être l'accompagnement de vos collaborateurs. Ça va être de mettre les collaborateurs dans une situation où, on l'a vu tout à l'heure, hein, le client final, il est en attente d'un certain nombre de choses. Quand il appelle, il est en attente. Ce n'est pas forcément agressif, mais il est en attente de quelque chose. Il est en attente d'une réponse. Exactement. Et au final, il veut être convaincu quand il raccroche. Il doit être convaincu, et ça doit être effectif, qu'il a eu la bonne réponse. Et qu'on a bien personnalisé, c'est-à-dire qu'on s'adresse à lui. Le bonjour, enfin une information qui est passée dans le fil de la conversation, elle doit être reprise par ce conseiller. C'est ça qui fait sa force. Après, il a tout un tas d'outils technologiques, et je les admire parce qu'il y a toujours 50 bases informatiques derrière, la base de connaissances, etc. Le métier de l'entreprise, en tout cas, nous, c'est de les accompagner pour s'en servir au mieux et de les concentrer sur du temps utile. Moi, alors on a parlé d'intelligence artificielle, je trouve qu'il y a des technos, en tout cas, qui sont en train de sortir sur la reconnaissance vocale, on en parle depuis très longtemps, qui peuvent avoir, alors moi je vois 2 applications qui sont très bonnes. Toute la phase d'identification, il n'y a rien de plus insupportable quand on téléphone de se représenter à chaque fois, je m'appelle Monsieur Guillotot, j'habite à telle adresse, etc., mon code postal. Il commence à y avoir des technos de reco vocale qui permettent l'analyse dans les premières secondes. Alors, ça nécessite de l'apprentissage, c'est pas encore au point, mais qui permettent en fait de commencer la relation client, enfin la relation avec le client directement sur sa problématique, sa demande. Et ça, c'est génial. Et puis après, quand on parle de qualité, on parle de mesure. La mesure, ça prend énormément de temps. Il suffit de voir le temps pour faire les enquêtes et il faudrait faire ça toute l'année sur plein de domaines. Sur les centres d'appel, on a parlé effectivement de téléphone. C'est quand même le canal qui est le plus usité, donc on fait beaucoup de double écoute. On ne réinvente pas les choses, voilà. Faire de la double écoute, ça prend beaucoup de temps. Analyser des verbatims, ça prend beaucoup de temps. Il faudrait presque autant de temps dans les cellules qualité, que j'exagère, que sur la partie production.
Et pareil, il y a des outils aujourd'hui d'analyse, en tout cas de la voix, de la parole, qui permettent et qui ont vraiment une valeur ajoutée, en tout cas, sur cette mesure de la qualité et les pistes d'amélioration par rapport à ça. Voilà. Donc moi, sur cette qualité, il y a à la fois, enfin, cette partie technologique, avec ses fondamentaux. On a parlé des délais de traitement derrière, on a parlé de tous ces canaux de communication. Il faut que le client ait le choix dans le canal de communication pour contacter son service client. Mais au final, ce qui fait la différence, je pense, et on le voit dans les enquêtes qui sont faites, c'est vraiment l'engagement du collaborateur. Et le collaborateur, une société comme Coriolis, en fait, on ne cite jamais son nom. C'est-à-dire que nous n'apparaissons pas dans le traitement des interactions avec les clients. Ils travaillent pour la marque qu'on représente, avec les valeurs de cette marque-là et la valeur de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Et ça, c'est vraiment important. Donc, tout le travail qu'on a, c'est effectivement sur cet engagement collaborateur, quoi. Il faut qu'on lui donne l'envie de travailler. Exactement. Et là, justement, il faut lui donner les bonnes conditions. On a parlé des outils, mais également les conditions d'organisation. Et par exemple, tu nous disais quelque chose qui est tout bête, et c'est vrai que nous, on le voit régulièrement chez nos clients, les plannings. Les plannings, ça peut être, on peut dire quelque chose de simple, mais pourtant, les plannings, c'est clé. Oui, mais c'est clé parce que ça a été dit juste avant. C'est-à-dire qu'en tant que client, on veut être servi rapidement, efficacement, à n'importe quelle heure. C'est pareil dans le physique. Idéalement, vous êtes content parfois d'aller dans certains magasins d'ablement le dimanche parce que le magasin est ouvert et c'est plus simple. Mais en tant que collaborateur qui vit au quotidien cette relation client, qui travaille dessus, ben lui, il a envie aussi d'avoir une vie de famille. Et on est en train d'évoluer vers des modèles. Là, je fais mon vieux de la relation client. Il y a 20 ans, quand vous aviez une annonce pour recruter dans la relation client, certes, c'était difficile, mais on lançait une annonce, on avait 30 CV, il y avait 25 candidats qui se présentaient et on en embauchait peut-être 18 derrière. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Vous n'avez plus les 30, vous en avez beaucoup moins. Il y en a encore moins qui se présentent et vous en recrutez peu derrière. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les règles ont changé. C'est un peu le collaborateur qui fixe ces règles derrière. Et donc, cet équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, elle est vraiment au cœur aujourd'hui de notre problématique. On a dans notre profession, mais ce n'est pas la seule, des grosses difficultés. Il y a des difficultés à recruter, donc ça nécessite aussi pour l'entreprise de se réinventer et d'aller chercher d'autres moyens d'action. Toute la partie planification, aujourd'hui, cette vie privée, ça veut dire quoi ? Chez nous, par exemple, vous avez des sortes de bourses d'échange, ce n'est pas des sortes, des bourses d'échange de planning, et c'est un indicateur social. Dans notre pilotage du RSE, le taux de validation de ces échanges de planning, c'est un taux. Aujourd'hui, on doit être à 95%. Parce que de toute façon, si vous ne le faites pas, le collaborateur, soit il quittera l'entreprise, soit vos taux d'absentéisme vont augmenter. Donc, il faut prendre en place cette contrainte-là. Voilà. Donc, toute la partie planification et prise en compte des problématiques. Et ça, c'est des choses aujourd'hui qu'on explique beaucoup plus facilement à nos clients finaux, nos donneurs d'ordre. C'est des choses avant, on n'osait pas. On n'osait pas le dire, c'était nos problèmes internes. La réalité aujourd'hui, c'est que si nos donneurs d'ordre veulent avoir une relation de qualité, il faut prendre en compte ces problématiques. Ça veut dire plus de visibilité sur la planification du donneur d'ordre, qu'on puisse nous l'implémenter effectivement en interne. Il se passera toujours des événements qu'on ne maîtrise pas. Ça arrive tous les jours. La crise de l'énergie qui arrive bouleverse tous les modèles. On bosse pas mal dans le domaine de l'énergie. Ça bouscule beaucoup de choses. Mais voilà, donc la planification, la vie du collaborateur, c'est quelque chose qui est effectivement très important. Ah, mais ça, je trouve aussi intéressant, puisqu'en fait, chez Coriolis, donc il y a les plannings classiques, oui. Et vous avez rajouté cette bourse au planning. Exactement. Pour en fait donner de la souplesse. Alors comment ça se passe ? Parce que ça rajoute de la complexité. Alors, ça rajoute de la complexité, mais au final, la complexité, c'est à nous, entreprise, de la vivre. J'entends que le collaborateur, lui, il a des contraintes. Alors, soit des contraintes qu'il a pu prévoir. J'ai un médecin, j'ai besoin d'un rendez-vous. Trouver un rendez-vous chez un spécialiste, c'est déjà compliqué, mais en plus, trouver le jour où le planning va le laisser libre, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'effectivement, en amont, il y a une sorte de bourse d'échange avec une application informatique, et derrière, les planificateurs, les équipes de planification. Or, leur seule contrainte, c'est qu'il y ait à l'instant T, dans la planification, les bonnes compétences, les bonnes ressources avec les bonnes compétences, puisque pour un même client, vous avez plein de compétences nécessaires. Donc, c'est trouver les bonnes compétences. Et puis après, c'est des choses qu'on croise même après dans la planification avec le covoiturage. C'est aussi un point maintenant, le covoiturage est une partie intégrante de nos outils de planification. C'est nouveau. Il y a quelques années, ça n'existait pas, ou en tout cas, on ne le prenait pas en compte. Maintenant, c'est quelque chose qui est de plus en plus systématisé. Ça, bien sûr, c'est vendeur pour les conseillers qui arrivent. Plus d'engagement parce qu'ils peuvent se dire, non, mais si j'ai un problème, ok, je peux me débrouiller, je fais la bourse en emploi. Et tu m'as dit 95% de validation. Oui, à peu près, oui. Et ça, c'est lié à aussi l'autre évolution qu'on a connue
j'avance sur un autre point qui est toute la partie télétravail. C'est-à-dire que la révolution du Covid a mis en place, dans des entreprises qui pensaient que ça n'était pas possible, mais on a bien été obligé de le faire. Et je le reconnais, nous les premiers. Ce n'était pas des mots qu'on prononçait, télétravail, on ne l'envisageait pas, on se disait mais c'est pas possible, etc. Le Covid a fait en sorte, et moi je trouve que c'est un bénéfice, en tout cas, a rendu obligatoire des organisations en télétravail. On est avec des populations, effectivement, qui sont assez jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ancienneté. Il y a des gens qui sont là depuis plus de 10 ans, en tout cas, sur nos centres d'appel. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez des problématiques de transport, vous avez des problématiques de coût de la vie. Donc ça veut dire que souvent, les jeunes viennent, ça dépend de comment est desservi le centre, mais même quand il est desservi avec les transports en commun, il y en a plein qui viennent en voiture, donc des coûts d'essence, etc. Le télétravail, c'est une vraie révolution. Et dans cette adéquation, vie privée et vie en entreprise. Ça permet aux collaborateurs, alors il y a plein de garde-fous qu'il faut mettre en place derrière, d'avoir justement, déjà il n'y a plus 2 heures de transport ou il n'y a plus 1 heure de transport par jour. Et effectivement, c'est satisfaisant. Le conseiller va être moins fatigué, ça va lui coûter moins cher. Et donc, il sera dans une posture, en tout cas relationnelle par rapport à ses clients finaux, qui sera positive. Voilà. Et on a même poussé ce système encore plus loin. On a développé un système un dispositif qui s'appelle Coriolis Atom, où le principe, ça a été de dire, j'ai aujourd'hui des centres, j'allais dire, dans des grandes villes de province, souvent dans des centres d'appel en province. C'était de dire, autour de ces grandes villes gravitent, il y a des plus petites villes, encore plus la province, et c'est pas péjoratif ce que je dis, mais des plus petites villes où il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de travail, mais pour lequel le déplacement d'1 heure pour aller là, pour le coup, dans la ville, c'est pas possible. C'est pas possible, et donc parce que c'est trop cher, etc. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté des dispositifs où on loue une salle, on recrute les gens, on forme les gens, on les monte en compétences pendant 3 mois, et ensuite, ils sont en télétravail dans la ville où ils habitent. Et dans la qualité, puisque c'est un peu le sujet derrière, mais ça veut dire que les gens, c'est assez drôle d'ailleurs quand on écoute les verbatim et les remontées, un peu le rapport d'étonnement qu'il y a au bout d'un certain temps, c'est que les gens nous disent merci, ils disent il n'y avait pas de boulot dans ma ville, vous venez chez nous, je reste chez moi. Ils bossent 4 jours par semaine, effectivement, là où ils vivent, et 1 journée par semaine, ils viennent sur le centre, toujours en favorisant le covoiturage, ce qui veut dire pour les remises à niveau, il faut qu'il y ait du lien social aussi avec l'entreprise et avec la marque. Et donc ça, derrière, dans l'engagement en tout cas du collaborateur, c'est des points qui sont super positifs. En tout cas, nous on les vit comme ça. Et il n'y a pas de dégradation de la qualité du traitement, il y a même une augmentation de la qualité du traitement, parce que les gens sont dans un état d'esprit qui est bien plus positif. Donc au final, c'est le client final qui en est bénéficiaire. Alors, tu nous avais dit lors de la préparation, il y avait 2 choses. La première, c'est que cet aspect qualité de service, au début, il y avait un petit boost, mais finalement, après, c'est de revenu à la normale. Qu'on soit au bureau ou qu'on soit en télétravail, finalement, la satisfaction est à peu près similaire. Alors c'est à peu près similaire. Alors il y a toujours le point était quand le télétravail est apparu, il y a un effet effectivement waouh, le collaborateur il se sentait chez lui, effectivement il était voilà, donc il a fallu mettre un certain nombre de règles, en tout cas de contrôle à distance. On a eu un effet, on a eu une plus grande autonomie des collaborateurs. Ça c'est quelque chose qu'on a observé. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes sur un centre d'appel, il y a votre manager qui est généralement au bout du pôle, ça dépend de la disposition, et donc il y a ce réflexe un peu facile de, voilà, à chaque fois je lève la main soit pour me rassurer, soit pour plein de raisons, dont certaines ne sont pas forcément positives. Le fait d'être en travail à distance, ça n'empêche pas le lien qui existe avec un manager, un formateur, il a tout à fait la possibilité d'interagir avec lui, mais ça veut dire que quelque part ça responsabilise le collaborateur dans son environnement de travail qui a une pièce chez lui. Et à ce moment-là, je trouve que dans l'attitude, en tout cas c'est ce qu'on a observé, ou dans la double écoute, dans la qualité délivrée, on a vraiment des impacts très positifs par rapport à ça. Donc plus d'autonomie favorisée par le télétravail, parce qu'il n'y a pas le collègue, il n'y a pas le manager, il n'y a pas le superviseur qui est derrière. Ça c'est la règle, voilà. Il y a des cas effectivement où pour certains collaborateurs, ça n'a pas été une réussite, parce qu'ils ne sont pas à l'aise dans cette posture de télétravail, et ça c'est à nous aussi, à ce moment-là, il y a d'autres systèmes, et on vient à l'ancien système quelque part, et on trouve le bon mixte. Voilà. Si on n'a pas une pièce à la maison, s'il y a des enfants, s'il y a du bruit, oui, alors nous, on a un certain nombre quand même de critères de validation avant pour laisser partir les gens en télétravail. Il y a l'autonomie, la maîtrise quand même des process, parce que vous n'allez pas commencer une formation initiale d'un collaborateur qui rentrerait dans l'entreprise en télétravail, ça ne marche pas. Donc ça veut dire qu'ils vont tous passer 3-4 mois sur le site, ou alors, Coriolis Atom, c'est pour ça, on va les former directement chez eux ou à proximité de chez eux.
Et après, on envisage effectivement, en fonction de leur performance, leur autonomie, ce déplacement en télétravail. Mais c'est forcément... certains y voient dans le télétravail un gain financier pour l'entreprise en termes de mètres carrés. Aujourd'hui, nous, le vrai gain qu'on voit, c'est effectivement dans la satisfaction qu'on a par rapport aux études de qualité auprès de nos clients. On ne va pas gagner 25 points, il ne faut pas rêver. Mais effectivement, c'est une dynamique qui est très positive. Et de toute façon, pour trouver des collaborateurs, on est obligé de passer par ces dispositifs-là aujourd'hui. Alors, là, on parle de l'engagement, on a vu le télétravail, on a vu la souplesse des plannings, on voit aussi le management. Le management, c'est la progression, c'est le jugement impartial, c'est la formation, etc. Est-ce que tu peux nous dire justement quel levier, quel mécanisme au niveau de management vous pouvez utiliser chez Coriolis Services pour justement faire en sorte d'avoir des collaborateurs plus engagés? Alors ça, c'est vraiment effectivement le cœur du métier. Donc c'est le travail de toutes les fonctions support, les cellules de professionnalisation, les cellules de management qu'on a sur place. Toute la montée, en fait, alors on revient sur les fondamentaux de la relation client, on ne les réinvente pas. Les outils peuvent changer, notamment sur la formation, il y a plein de choses, des choses qui existent depuis longtemps, mais en tout cas sur la manière de dérouler les formations, tout cet maintien de la connaissance, cet accès à la connaissance. Il y a des solutions assez innovantes sur le marché maintenant. Je ne vais pas citer forcément d'outils, mais en tout cas, il y a des... Non, mais ils se reconnaîtront. Il y a des solutions qui sont beaucoup plus innovantes pour aller chercher l'information. Il n'y a rien que de pire de sentir le collaborateur qui est en train de chercher une information quand il répond à un client. Donc, il y a plein d'outils qui sont derrière. Chez Coriolis, alors, c'est la part de la formation, c'est 12% de la masse salariale. Alors, c'est la formation initiale, c'est la formation continue, c'est toute la partie coaching. Et j'allais dire que ce n'est pas un chiffre qui va diminuer parce que maintenant, il y a plein de choses dans le comportement, dans l'attitude, dans la qualité. Tous les fondamentaux sont là, mais maintenant, il faut aller garder et gagner ces derniers points. C'est eux les plus difficiles et c'est eux qui prennent le plus de temps. Et sur la partie management, c'est tout le travail aussi qu'on fait dans le pilotage du management. Management qu'on a fait évoluer parce que vous avez ce management, j'allais dire, sur nos centres et ce management maintenant à distance. C'est aussi une autre organisation, c'est une autre façon d'interagir. Donc il y a pas mal d'investissements qui sont faits en formation, c'est de l'accompagnement des collaborateurs, soit en interne, soit en externe, quand on considère que ce n'est pas notre savoir-faire. Et donc à ce moment-là, on va chercher un certain nombre d'entreprises pour accompagner nos collaborateurs. Mais ça, c'est vraiment du travail humain. Voilà, il y a des supports technologiques, mais c'est plutôt du travail humain derrière. Tu parlais de coaching, donc avec Eloquent, vous faites justement de l'analyse des enquêtes post-appel. Est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est utile? Est-ce que ça aide vraiment à développer l'engagement des collaborateurs? Parce que quelque part, ils sont jugés. Le client juge leur travail. Oui, alors comme tout jugement, parfois on a des réactions en disant « oui, mais ça, c'est pas un bon jugement ». Alors, quand on fait toute cette partie d'analyse sur la partie qualité, il y a deux aspects. Il y a une analyse qui est faite à la fois par l'équipe d'animateurs satisfaction client, donc eux ils sont là pour mesurer la qualité perçue et la retranscrire, la retransmettre auprès du collaborateur. Quand on fait des NPS par exemple avec Eloquent, les dispositifs qu'on a, c'est qu'à partir du moment où la note est inférieure à 8, on rappelle le client. Quand on a l'autorisation bien évidemment de l'entreprise. C'est comme... Oui, mais aujourd'hui c'est plus de la satisfaction qu'on cherche. Nos partenaires, c'est de la très satisfaction qu'ils cherchent. La très satisfaction. Oui. Non mais j'ai pas. C'est ce qu'on appelle l'enchantement finalement. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Et on a des systèmes, vous le savez bien, dans la profession de bonus-malus. Aujourd'hui, on est sur ces niveaux. Regardez tous les NPS. Aujourd'hui, c'est 8, la note minimale derrière. Donc ça veut dire que dans la grande majorité des cas, on fait rappeler le collaborateur, qui peut être accompagné par un manager, le collaborateur, qui va rappeler le client pour essayer de comprendre effectivement pourquoi il n'a pas répondu à l'attente du client. Alors on ne le fait pas dans 100% des cas, c'est pas possible, mais effectivement, dans des phases de montée en compétences, par exemple sur des nouveaux collaborateurs, puisque c'est vraiment le démarrage de leur expérience, en tout cas chez Coriolis, c'est des moments qui sont clés en tout cas pour les fidéliser et justement retrouver cet enchantement du collaborateur, ou en tout cas cette adhésion du collaborateur à l'entreprise. D'accord. Alors on a vu donc le parcours collab, les accompagner au départ, le jugement objectif qui est important, oui. On a vu la formation, il y a la progression et la rémunération qui sont deux leviers aussi que vous utilisez chez Coriolis Services, juste pour terminer sur ce point-là. Alors la rémunération, de toute façon, c'est un point qui est vital, mais dans toutes les entreprises. Bon, on n'a pas réinventé le système de rémunération chez les collaborateurs. Vous avez toujours des parties fixes et des parties variables qui sont fonction, les aspects quantitatifs ils sont là depuis longtemps, la partie qualitative et la création de valeur. Nos partenaires font travailler des prestataires aujourd'hui pour développer et créer de la valeur. Donc ça c'est effectivement ce qui se passe au quotidien. Il peut y avoir sur toute la partie management maintenant des indicateurs RSE
qui apparaissent. Et ça, je trouve que c'est très positif. C'est récent, hein, ça fait 2-3 années qu'on est en train de... Mais il y a une part, en tout cas, de ces rémunérations qui rentre dedans, à la fois RSE sur des indicateurs RH, hein, on parle d'absentéisme, on parle de turnover, et ça, le manager, effectivement, a une responsabilité directe dessus. Pas que lui, mais en tout cas, dans le cadre de l'entreprise. Donc cette partie rémunération est importante. Alors là, on est en ce moment dans une zone plus compliquée, puisque, on l'a vu, l'inflation est très forte, ce qui fait que le SMIC augmente au 1, ça a des impacts sur les salaires. Et puis, nous, on est prestataires. Donc, mon rôle, en tout cas, moi, au quotidien, c'est d'aller voir mes clients pour essayer de répercuter, puisque sinon, on perd des marges de manœuvre derrière, effectivement, au quotidien. Et c'est important, en tout cas. Et en plus, on a une couche sur l'énergie en ce moment qui devient assez compliquée. On a fait, pour l'anecdote, on a fait une petite analyse. Hein, les futurs contrats d'énergie qui nous sont proposés sur certains centres d'appel font que au mètre carré, l'énergie coûtera plus cher que le loyer chargé. Donc on arrive dans des problématiques économiques aussi qu'il va falloir résoudre dans les mois à venir. Merci Eric pour ces préoccupations et surtout ces indicateurs vraiment très opérationnels. Ludovic, si on revient peut-être un peu plus en hauteur, toi tu nous as dit pour l'engagement des collaborateurs, il faut un peu remettre le service client en lumière. C'est un peu le rôle du service client de l'année, quoi. Oui, mais alors, juste peut-être pour compléter ce qu'a dit Eric il y a quelques minutes, il a parlé de personnalisation. Nous, je suis convaincu qu'il faut personnaliser pour le client, mais il faut personnaliser pour le collaborateur. Et en fait, le fait qu'un collaborateur donne son prénom, son nom, signe avec sa vraie identité, en fait, ça crée aussi quelque chose. Je dois être fier de ce que j'ai fait, et du coup, je peux aussi m'en attribuer le mérite et la paternité. Alors, et du service client de l'année, et pour améliorer, nous, on est convaincus que aussi, il faut mettre en lumière ses collaborateurs, de la même manière que ce que me disait Eric tout à l'heure, c'est à la remise des prix d'élu service client de l'année, on a entendu plus souvent que d'autres fois le nom de prestataire. Et ça fait plaisir au prestataire d'être reconnu par son client dans l'accompagnement qu'il lui procure. Nos collaborateurs, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on les met en lumière, quand on passe les voir pour leur dire alors où t'en es où, comment je peux t'aider, ou bravo pour ce que t'as fait, bah, évidemment qu'ils sont contents, et évidemment qu'ils ont envie de faire encore mieux. Bah oui, c'est la félicitation, c'est le positif. Quand on te caresse dans le sens du poil, on se dit ouais, merci, j'en voudrais encore. Oui, mais c'est pas forcément caresser. Hein. En fait, dire merci, dire merci, être reconnu, être considéré comme une personne, un individu pour ce qu'on amène dans l'entreprise, c'est quelque chose, ça coûte zéro, hein, franchement. Dire merci, ouais. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais même, vous avez des entreprises où les patrons, ils vont passer directement dans leur bureau, alors qu'il y a d'autres qui vont passer sur les plateaux, dire bonjour ou saluer chacun. Et ça change tout, ça coûte zéro. C'est de l'état d'esprit. Et élu service client de l'année, alors ça y participe parce que, mais c'est indirect, c'est-à-dire que c'est effectivement, les entreprises ont décidé de mettre en avant leurs collaborateurs. Et nous, on a décidé de faire une méthodologie où on va, entre guillemets, affronter tous les participants en leur donnant leurs résultats, en leur expliquant critère par critère ce qu'on a aimé, de manière factuelle, parce qu'on est bien sur de la qualité délivrée, ce que vous racontiez tout à l'heure, donc ce qu'on a aimé et là où on pense qu'ils peuvent s'améliorer. Et on le fait avec tout le monde, souvent avec des collaborateurs, donc on s'expose aussi à la critique, mais on est capable de démontrer en fait ce qu'on dit. Et en fait, souvent, l'entreprise, elle est quand même tournée sur ses process et sur son efficacité opérationnelle, alors que le client, lui, il est plutôt tourné sur son expérience client. Et que ces deux mondes, de temps en temps, il y en a qui disent « Ah ouais, j'avais pas pensé que en fait, ça pouvait être vécu comme ça de l'autre côté par le client. » Ça partait un bon sentiment, on a tous des bons sentiments. Après, quand on communique avec quelqu'un, il y a ce qu'on dit et ce que l'autre en retient. Et de temps en temps, on nous dit bah, « T'as été maladroit quand même ». Alors que je dis « Mais j'avais une super bonne intention, moi c'était un compliment que je lui ai fait ». Oui, un exemple, j'ai un de mes voisins qui travaille dans les pompes funèbres et c'est vrai qu'à un moment donné, il a dit « Passez une très bonne journée » à la personne qui était venue alors que c'était pour un décès. Et là, c'est vrai qu'après, il s'est dit « Ouf, non, j'aurais peut-être pas dû dire, c'est pas une bonne journée quand même ». Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une tribune c'est Christophe Béguet qui a écrit une tribune hier sur les prix. Les prix, les récompenses en matière de relations clients, pas l'argent. Voilà. Sur les récompenses en matière de relations clients, il vous faut 10 minutes quand même pour la lire, donc si vous voulez avoir... Hier soir sur tes conseils. D'accord.
Et il dit quelque chose qui est assez, enfin nous qui nous a un peu touché. LDLC, hein, faut vous préciser. LDLC, c'est ça. Il dit, avec le recul, je vois à ces trophées une autre force moins mesurable, mais bien réelle, au point que l'on peut parler d'un avant et d'un après élu service client de l'année chez LDLC. En fait, élu service client de l'année, c'est un prix qui implique les collaborateurs. Et quand on donne du sens au métier du collaborateur, ça coûte 0. Mais à partir du moment où il connaît sa position dans la création de valeur de l'entreprise, où il est reconnu en tant que personne pour ce qu'il est, etc., et bien en fait, ça change la donne. Et donc, encore une fois, c'est cette posture. Et pareil, il y a 15 ans, on disait la relation client, ils sont tous à la cave, c'est un centre de coût. Je pense qu'en 15 ans, vous avez vu le chemin qu'on a fait? Alors évidemment, il y a eu des investissements, mais il y a eu aussi et surtout eu un changement de posture versus ses collaborateurs, ses métiers, et on les a valorisés, et derrière, ça marche, quoi. Ouais, donc c'est aussi être transparent, c'est ce que tu nous disais, et être orienté client toute l'année. Comment on fait ça? Donc l'événement avec élu service client qui permet de motiver, mais être transparent et orienté client. La transparence, c'est ce qu'expliquait Eric, c'est-à-dire qu'on mesure quand même tout, et on mesure beaucoup de choses. Derrière, ces mesures, en fait, il faut les communiquer, il faut les expliquer. Avant, on disait que dans l'entreprise, celui en fait qui avait le pouvoir, c'est celui qui avait la data. Moi, je pense qu'aujourd'hui, celui qui a le pouvoir, c'est celui qui la partage et qui est capable de l'expliquer à ses collaborateurs. Parce qu'à partir du moment où on l'explique, il y a de la compréhension et ça se diffuse. Et donc, ce culte du secret de temps en temps autour de choses, machin, ça fait que chacun se fait un film. Alors qu'en fait, si on veut tous bien faire notre boulot, donc autant partager les données, les expliquer, et puis derrière, ça permet aussi de prendre les bonnes décisions, parce que souvent, franchement, les propositions d'amélioration, elles sont souvent beaucoup plus efficaces venant d'un collaborateur qui est tous les jours sur le terrain avec ses clients, que sorti de nos grands cerveaux, avec des méthodes de raisonnement et des brainstorming. Souvent, en 5 minutes, Imagine comment ça se passe sur le terrain. Souvent, en 5 minutes, il vous dénoue le nœud du problème et vous explique qu'en faisant ça, etc. Après, peut-être qu'il faut faire des lignes de code et que c'est pas si simple et que la mise en œuvre est autre chose. Mais souvent, c'est eux qui détiennent le savoir, quand même. Et donc, cette transparence, ça fait que derrière, ils s'impliquent et qu'en fait, il y a une accélération. Justement, si on parle de cette journée effet waouh, est-ce que tu peux nous donner des exemples? Et c'est vrai que nous, on en a eu plusieurs. Hein. Par exemple, un de nos clients Géodis, là, où pour élu service client de l'année, il y avait plusieurs managers de centre de contact qui avaient fait des gâteaux aux couleurs d'élu. Alors, justement, aux couleurs d'élu service client de l'année, retenez bien. Parce qu'il va y avoir un petit jeu dans quelques secondes. Est-ce qu'il y a une anecdote waouh pour toi, Ludovic ou Guillaume? Moi, dans l'absolu, en fait... ce que j'aime, je suis comme les Français, je pense que j'aime être reconnu. Et en fait, j'aime que l'entreprise me reconnaisse. Des trucs tout bêtes, mais par exemple, je vais souvent à l'hôtel, je suis souvent en déplacement, là je pars juste après. J'aime bien quand j'appelle un hôtel pour réserver, par exemple, si on me dit, par exemple, vous voulez une chambre d'angle comme la dernière fois, et je ne tombe pas sur le même collaborateur, mais au moins on sait qui je suis, on sait que régulièrement, on a une petite attention, moi ça me fait plaisir. Et donc... voilà, et pour moi, ça fait partie des basiques aujourd'hui. On a de plus en plus de données. La donnée, elle est à disposition des collaborateurs. On a de l'intelligence artificielle qui permet de pousser en plus ou d'organiser ces données. Donc, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Alors, il y a Chantal qui nous dit qu'il y a des questions qui se précipitent et on a le concours. Donc, justement, quelle est la question pour gagner le livre Culture Client de Guillaume Antionetti? Ouais, on a effectivement de nombreuses questions. Moi, je vais poser la mienne. Alors, soyez prêts devant vos claviers à taper la réponse. Ça va être en 3 lettres, puisque je vais vous demander la couleur du logo d'élu service client de l'année. Donc, les couleurs du logo d'élu service client de l'année. Et tu veux donner un indice, Ludovic? Pardon. Et je vais en profiter pour poser les questions qui sont arrivées. Il y a Jean-Christophe qui a réagi sur la bourse d'échange
Il demande comment fonctionne dans la planification cette bourse d'échange. Les collaborateurs s'arrangent-ils entre eux ou est-ce qu'on impose à un autre collaborateur au risque d'en défavoriser l'un pour l'autre? Donc ça, c'est une première question pour Coriolis. Alors je peux répondre à la question. Ce n'est pas les collaborateurs qui échangent entre eux. Il y a un système derrière de validation, c'est-à-dire qu'ils rentrent effectivement leur desiderata dans un outil informatique. Et puis après, il y a bien évidemment les équipes de planification qui sont là, c'est la vigie, et c'est eux qui prennent la décision finale. Après, il y a aussi, c'est important pour être sûr que ce ne soit pas toujours les mêmes collaborateurs, c'est justement le fait que ça soit piloté par une équipe humaine. Alors, vous allez me dire, humain, il pourrait y avoir du favoritisme, mais en tout cas, on est attaché à surveiller cette partie-là, et c'est bien les personnes de la vigie, de la planification qui prennent ces décisions, et après, il y a une équité, en tout cas, dans les demandes pour ne pas favoriser tel ou tel collaborateur. Ok. Alors Chantal, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Frédéric qui nous demande, pouvez-vous détailler les indicateurs RSE liés à la rémunération? Alors, dans les indicateurs RSE qu'il y a, c'est simple, dans la partie, j'en ai parlé tout à l'heure, on a, si vous voulez, la partie absentéisme. On considère qu'il y a une partie, en tout cas, de cet absentéisme qui peut être liée à la façon de manager. Dans les enquêtes qu'on fait, on fait des enquêtes de satisfaction de nos collaborateurs, bien évidemment, par catégorie, mais de manière anonyme. Les résultats de l'enquête de collaborateurs font partie, donc c'est moyenné, là c'est une vision globale, en tout cas de la rémunération d'un certain nombre de postes d'encadrant. Ça peut être effectivement cet absentéisme, ça peut être après sur des critères, j'allais dire, donc, de turnover aussi dans l'équipe. Donc voilà, on a un certain nombre de critères comme ça qui sont liés en fonction des différentes fonctions qui peuvent remonter jusqu'à la direction du site. Okay. Une question de Laurence pour Ludovic. Combien coûte l'audit par élu service client de l'année? Et est-ce que l'on peut être anonyme pour ne pas montrer ses résultats aux autres entreprises? Alors combien coûte l'audit? L'audit, il coûte 10 500 €. Enfin, 10 500 € pour l'année prochaine. Et alors le principe d'élu service client de l'année, c'est qu'on s'inscrit dans une démarche de progrès. Et qu'on a des entreprises qui sont, par exemple, au CAC 40, dont la relation client fait partie de la valeur de leur marque. Donc en fait, on garantit la confidentialité du nom des participants. Les seules entreprises qu'on va citer, ce sont les lauréats. De la même manière, on ne communique jamais les résultats d'une entreprise. Les résultats d'une entreprise, elles appartiennent à l'entreprise. Si l'entreprise veut les communiquer, elle peut. Nous, ce qu'on va donner à chaque entreprise qui participe, ce sont ces notes par critère, comparées à la moyenne de sa catégorie, à la moyenne de l'ensemble des participants, éventuellement à la moyenne des lauréats si on se dit qu'on veut aller chercher le top du top et les dépasser. Mais on ne donnera jamais une donnée nominative qui permet de remonter à une entreprise. Par contre, on citera évidemment les lauréats. D'accord. Alors peut-être une dernière question, Chantal? Alors ça va être pour Coriolis, Adama, qui demande comment faire accepter aux donneurs d'ordre l'ensemble de ces augmentations de charges. Alors s'il me donne la réponse, je suis preneur. Non, ce que je peux dire plus sérieusement, donc moi j'ai fait comme beaucoup d'autres, en ce moment on a des discussions avec tous nos partenaires. La chance qu'on a, c'est qu'on travaille avec des partenaires depuis très longtemps. Donc on a des partenaires long terme, donc les difficultés, ils ont les mêmes en interne. Bon, après, il y a des discussions entre la partie opérationnelle, la partie achat, donc je n'ai pas de solution de miracle, si ce n'est d'être, on a parlé de transparence, nous on travaille toujours dans la transparence, quand ça va pas. Donc l'idée c'est d'être transparent, puis d'arriver avec des chiffres, et puis de montrer les conséquences. Donc après c'est de la négociation, bien évidemment, on n'a jamais tout à fait ce qu'on aimerait, mais en tout cas, la grande majorité en tout cas de nos partenaires, effectivement, nous accompagnent dans ces difficultés. Alors Chantal, encore une dernière question. Une toute petite dernière, puisqu'il y a Isabelle qui a rebondi sur les propos de Ludovic, qui demande la durée de l'audit. Alors, ça dépend des... Alors, la durée de l'audit l'année prochaine, ce sera 8 semaines. Pour faire simple, en gros, c'est de mi-mai à mi-juillet ou début mai à début juillet. Bon, merci. Alors, je vais donner le nom de la gagnante, parce qu'on n'aura pas le temps. Donc, c'est Myriam Godoy. Donc, je note que les femmes, par ordre d'arrivée, sont quand même plus réactives. Je dis ça, je dis rien. Donc, messieurs, pour les prochaines séances, s'il vous plaît, on active. Ok, merci à tous.
Donc on a gagné ce livre et donc merci à nos 2 speakers intervenants pour cette intervention de qualité. Et on se retrouve dans, allez, 5 minutes pour un nouvel atelier où on parlera de fidéliser et de séduire, du recueil à la valorisation des feedbacks clients. Alors à tout de suite.